La philosophie dans l'histoire n'a eu de cesse de promouvoir la raison au rang d'outil d'émancipation par excellence. De l'Antiquité grecque jusqu'à la modernité en passant par le siècle des Lumières, on a longtemps vu la raison comme un moyen de s'affranchir de la domination. Mais est-ce que cette fameuse raison est aussi influente et puissante qu'on le croit? Qui plus est, à une ère de médias sociaux colonisés par l'opinion, est-ce qu'il est encore possible de revenir à des débats publics qui sont rationnels, éclairés? Et est-il possible d'encourager encore les citoyens à être plus rationnels dans leur prise de décision? On en discute aujourd'hui avec Nicolas Bertrand, qui est professeur de philosophie au Cégep de Montmorency et qui est aussi traducteur du livre du philosophe canadien Joseph Heath, Enlightenment 2.0. Bienvenue à Angle mort. Nicolas Bertrand, bienvenue à Angle mort. Merci. Nicolas Bertrand, les philosophes s'intéressent de plus en plus au fonctionnement du cerveau humain. Es-tu capable de nous dire exactement en quoi les découvertes en sciences cognitives nous informent davantage sur la nature et sur les limites de la rationalité humaine? Certainement. J'aimerais commencer par donner une définition de la rationalité pour qu'on sache un peu de quoi on parle avant d'en exposer les limites. Mais déjà, en parlant de ça, on va voir les limites de la raison elle-même. Donc, la rationalité, qu'est-ce que c'est? C'est le mode de pensée ou la faculté de notre esprit qui nous permet de faire des calculs, d'organiser notre pensée, de mettre en ordre notre pensée, de résoudre des problèmes, de nous fixer des buts puis de chercher à les atteindre, d'argumenter et de discuter, évidemment. Donc, ce sont des opérations mentales que font la raison. Et une autre caractéristique importante de la raison, puis Heath en parle beaucoup dans son livre, c'est le contrôle de soi. Donc, pour parvenir à faire ces calculs, ces opérations mentales complexes, il faut être capable de contrôler les pensées invasives, par exemple, qui nous viennent en tête, les autres envies qu'on aurait. Et pour atteindre nos buts, ce qui est plus de l'ordre de la motivation, là encore, il faut faire preuve de contrôle de soi ou on peut dire aussi de maîtrise de soi. Donc, cela étant dit, on peut dire de la raison que ces limites, elles sont en lien avec ce que ça nous demande comme effort pour parvenir à faire ces opérations-là. Être rationnel, mais ça prend du temps, ça exige des efforts. C'est exigeant en termes de ressources cognitives et c'est pour ça souvent qu'on est paresseux, on a une tendance à être paresseux, à ne pas vouloir le faire. Donc, c'est ce que je dirais d'emblée sur qu'est-ce qu'est la rationalité. Ces limites-là aussi, on peut se demander pourquoi on est si peu rationnel, pourquoi c'est si difficile d'être rationnel, pourquoi c'est si lent, pourquoi aussi on est incapable de toujours reconnaître nos erreurs, et notamment les erreurs que fait l'autre grand mode de pensée de notre esprit qui est l'intuition, ce dont on va parler dans un instant, c'est-à-dire les biais cognitifs. Donc, pourquoi on commet ces erreurs-là? Pourquoi la raison est aussi faible? Ça, c'est le résultat de l'évolution de notre espèce. On n'a pas évolué pour être à la base des êtres rationnels, on a évolué pour être des êtres intuitifs qui prenaient rapidement des décisions dans un environnement où il y avait des dangers, notamment des prédateurs ou d'autres sources de danger. Donc, il fallait juger rapidement et vite, et c'est pour ça qu'on emploie des raccourcis, que l'intuition emploie des raccourcis pour nous aider à juger efficacement. Et comme vous montrez très, très, très bien dans la traduction que vous avez faite du livre de Joseph Heath, la raison, c'est à quelque sorte une faculté de colonisation de notre environnement, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, tout à fait. La thèse de Joseph Heath que je trouve fort intéressante, la thèse générale, c'est que la rationalité, elle n'est pas que dans notre cerveau, elle est aussi dans l'environnement, dans le monde autour de nous. Et dans l'environnement, il y a évidemment les autres êtres humains qui vont nous servir de ce qu'il appelle des astuces. Je peux peut-être donner un exemple tiré du livre. Il va imaginer un enlèvement d'un être humain par un extraterrestre. Et l'extraterrestre va lui demander de faire une opération mathématique assez simple. Là, je m'en souviens plus. Preuve que ma rationalité, que ma mémoire n'est pas si forte que ça, hein, parce que la mémoire aussi, on a des limites liées à la mémoire. Il va lui demander de faire 37 fois 49 dans sa tête.
Parce que pour cette espèce-là extraterrestre, c'est comme ça qu'on est rationnel. On fait des calculs mentaux dans notre esprit, à l'intérieur, avec nos structures, on va dire biologiques. L'être humain dit, soit, je vais le faire, mais j'aurai besoin d'un papier puis d'un crayon. Et j'aurai besoin des chiffres qui vont m'aider à faire le calcul. Donc ici, le papier, le crayon et les chiffres, ce sont ce que Heath appelle des astuces. C'est-à-dire ici, c'est un outil, on pourrait dire un dispositif qui nous permet d'aller au-delà de la limite que nous avons, qui est celle que notre mémoire est incapable de garder en tête les résultats intermédiaires du calcul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, l'idée que, selon moi, l'idée que la rationalité, elle n'est pas qu'en nous, mais elle est dans le monde, et les autres aussi. On discute, je vous fais part d'une idée, vous l'étudiez, vous l'examinez, vous me montrez ses faiblesses, et comme ça, la vérité on peut cheminer vers une plus grande vérité. Donc, l'environnement est essentiel dans cette perspective-là, et si l'environnement on dépend de l'environnement pour être rationnel, pour être plus rationnel, l'environnement peut aussi nuire à notre capacité d'être rationnel. Et donc, toute la deuxième partie du livre va porter là-dessus, sur le déclin de la rationalité dans notre société, selon Heath, parce que les environnements commerciaux, publicitaires, médiatiques, politiques, on pourrait même dire scolaires, sont moins rationnels qu'ils pourraient l'être. Et souvent, c'est parce que des gens, des ingénieurs ou des stratèges politiques, par exemple, ont volontairement exploité des faiblesses de notre intuition ou de notre raison. D'ailleurs, c'est l'une des principales caractéristiques de l'œuvre de Heath, c'est-à-dire d'insister beaucoup sur les biais cognitifs. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un biais cognitif? Est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples concrets? Oui, tout à fait. Ici, je pourrais en faire une longue liste, là, ça dépend de vous. Je pourrais être intarissable là-dessus. Un biais cognitif, en fait, c'est une erreur de la pensée intuitive que l'intuition commet dans certaines circonstances. Donc, pas toujours, parce que l'intuition, elle emploie des raccourcis mentaux, et les chercheurs, notamment les théoriciens de l'évolution, puis les psychologues de l'évolution, estiment que dans l'environnement de nos ancêtres, l'intuition fonctionnait bien. Si je donne un exemple que j'aime beaucoup employer en classe, il vaut mieux prendre un bâton de bois dans la forêt pour un serpent, quitte à se tromper, qu'à être trop rationnel et se dire ah non, est-ce que c'est vraiment un serpent? Et puis la bête nous mord et puis on peut en mourir. Donc, on pense que dans le passé de notre espèce, l'intuition était très utile. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, dans l'environnement artificiel qui est le nôtre, l'environnement des villes, des civilisations qu'on a créées, l'intuition déraille plus souvent que jadis, selon Heath, toujours, selon cette perspective-là aussi. Il emprunte beaucoup à la psychologie cognitive là-dessus. Donc, je reviens au biais cognitif, une erreur commise dans certaines circonstances. Quelques exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est le biais de confirmation. Donc, la tendance qu'on a tous et toutes à chercher à confirmer notre hypothèse de départ, notre croyance initiale, et à ne pas rechercher des contre-exemples ou des preuves qui vont à l'encontre de ce qu'on croit. Les climato-sceptiques, par exemple, c'est un exemple que donne Heath dans son livre, pêchent par biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur croyance initiale, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, il n'y a pas de réchauffement climatique, ou les gaz à effet de serre ne sont pas le produit de l'activité humaine, et ils vont rechercher uniquement les sites Internet, par exemple, qui vont dans le sens de leur hypothèse de départ, et ils ne vont pas faire l'effort d'aller lire ceux qui sont en désaccord avec leur point de vue. On pourrait dire aussi que les complotistes versent dans ce biais cognitif-là, mais, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde, on est un peu susceptible d'y tomber, parce qu'on a la tendance à croire, avant d'avoir la tendance à ne pas croire quelque chose. Les chambres d'écho aussi sur les médias sociaux, on peut penser à Facebook ici, mais qui est le média social que je connais le plus, là, ou le réseau social que je connais le plus, mais sur Facebook, normalement, on est amis avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent
les mêmes points de vue que nous sur un ensemble de questions. Et donc, si on aime leurs publications, les articles de journaux ou les informations qu'ils mettent en ligne, l'algorithme de Facebook va encore nous nourrir avec des publications semblables. Ce qui fait qu'on va être entraîné dans une chambre d'écho, ce qu'on appelle une chambre d'écho, c'est-à-dire un biais de confirmation où on ne va être qu'exposé aux gens qui ont les mêmes idées que nous. Parce que ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous, ce n'est pas nos amis Facebook. Exact, exact. Donc ça, c'est un premier biais. Je continue ou oui, je peux en donner d'autres. Hein? Il y a plein d'autres exemples. Vous en avez donné des excellents. Oui. On va continuer un petit peu sur ce que vous avez dit précédemment. La thèse principale de Heath dans son ouvrage, c'est de démontrer que notamment en publicité et notamment aussi en politique, on tend à exploiter ces biais cognitifs-là. Est-ce que vous avez encore une fois des exemples concrets à nous donner? Puis à quel point est-ce que l'exploitation de ces biais cognitifs-là peut être dangereux selon Heath? Oui. En publicité, je dirais que pour les deux, tant en publicité qu'en politique, le biais qui me vient spontanément à l'esprit et celui dont parle le plus Heath aussi, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'on va répéter sans cesse le nom d'un produit, par exemple, et le biais derrière ça, c'est celui qu'on appelle le biais ou l'effet de simple exposition. L'idée étant que plus on est exposé à un mot, à une idée, une affirmation, voire un mensonge, plus on va être susceptible de croire en sa vérité. Ou on va être susceptible d'avoir un préjugé favorable à l'égard d'un produit ou d'un politicien. Donc, la répétition est vraiment très employée dans ces deux domaines-là. Puis, en fait, Heath va dire que ce biais-là, il était déjà utilisé en publicité et éventuellement, les politiciens se sont rendus compte de l'utilité que ça pourrait avoir dans leur discours ou dans leur communication avec les médias. Mais je dirais que de façon générale, parce que oui, il y a les biais cognitifs, mais de façon générale, l'une des choses que reproche Heath tant à l'environnement politique qu'à l'environnement publicitaire, c'est ce qu'il reproche ou ce qu'il constate dans le cas de la publicité, c'est de faire trop appel à l'émotion, à l'intuition et pas suffisamment à la rationalité. Donc, dans le cas de la publicité, comment ça se manifeste? C'est dans le fait qu'on ne cherche plus tant à convaincre le consommateur de la qualité d'un produit, on va plutôt chercher à l'émouvoir ou à susciter la confiance pour une marque. On va par exemple associer un bel acteur ou une belle actrice à une machine à café, dans le but de créer ici une association entre la personne, les caractéristiques de la personne, sa popularité, son élégance, sa beauté, et le produit. Pour que le consommateur, une fois au rayon des supermarchés, au rayon des machines à espresso au supermarché ou dans une grande surface, laquelle il va choisir? Ah, il y en a une dont je me souviens vaguement, oui, puis j'ai une émotion positive, pas trop claire, associée à ça. Ben, c'est le but des publicitaires. Est-ce qu'ils réussissent? C'est une autre question. Il y a aussi un déclin du langage. Le langage étant le véhicule de la rationalité. Hein? Quand on cherche à être rationnel, on est capable d'expliquer notre raisonnement. Et les autres peuvent l'examiner et nous dire s'ils pensent qu'il est valable ou pas. Donc, il y a un déclin du langage dans la publicité. On le remarque, par exemple, sur les logos des compagnies. Hein. Maintenant, il y a une pomme pour Apple, il y a un F pour Facebook, il y a un H&M pour, je me souviens plus du nom, le Henritz et Moritz. Là. C'est plus le poulet frit Kentucky, c'est PFK. Donc, l'idée ici, c'est de court-circuiter le langage qui est le véhicule de la rationalité. La même chose, on pourrait dire, est vraie en politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un déclin du langage. Hein. S'exprimer sur Twitter, c'est pas la même chose que s'exprimer dans une lettre, dans un journal. Donc, le déclin du langage en politique, que ce soit dans les communications politiques, dans les discours, dans les communications avec le public ou avec les médias, c'est aussi une façon de s'adresser au cœur des électeurs et non pas à leur tête, de toucher leurs émotions plutôt que de s'adresser à leur capacité rationnelle, à leur pensée critique. C'est donc dire, dans le fond, que la publicité et la politique cherchent à s'adresser davantage à notre intuition qu'à notre raison. Tout à fait. Et justement, ces biais cognitifs-là, ils semblent être omniprésents. Est-ce que le simple fait de les identifier, de les connaître, c'est suffisant pour s'en prémunir ou est-ce qu'on n'y échappe pas?
Heath, ici, il est en désaccord avec plusieurs psychologues qui, justement, écrivent des livres où ils exposent les biais cognitifs. Puis, souvent, à la fin, ils vont dire, ben, il suffit de penser plus fort. Il faut être plus rationnel. On les a identifiés. Il faut trouver des façons maintenant de lutter contre eux, les identifier, voir comment ils se présentent. La notion même de biais cognitif tend déjà à démontrer que c'est problématique. Si on a un biais cognitif, c'est que notre pensée est biaisée en quelque sorte. Donc, c'est un peu pour Heath, difficile de croire qu'on va juste être prémuni contre les biais parce qu'on le sait. Il va même dire que c'est un biais cognitif en soi de penser qu'on est capable d'éviter les biais cognitifs. On est tous susceptibles à tous les jours, en fait, de sombrer, on pourrait dire, dans les biais cognitifs, notamment parce que l'intuition, comme je l'ai dit tantôt, elle est là depuis plus longtemps en nous et elle est beaucoup plus forte que la rationalité. C'est pour ça qu'il faut toujours que la raison exerce un contrôle sur l'intuition, mais on ne peut pas toujours, pour de multiples raisons. On a ce que les psychologues appellent un budget d'attention limité. Donc, si on a dépensé tout notre budget d'attention, on n'est plus en mesure après d'être attentif ou d'être rationnel, parce que c'est l'attention qui va nous permettre d'être rationnel. Si on est fatigué, si on est pressé, ça aussi, ça va nuire à notre capacité à être rationnel. Si les choses vont vite, on ne peut pas facilement les juger avec l'aide de la raison. Donc, pour Heath, c'est impossible de penser que la seule connaissance des biais cognitifs va nous aider à les surmonter. Et ça revient à sa thèse initiale, c'est-à-dire que pour être rationnel, on a besoin de s'appuyer sur l'environnement, sur des parties de l'environnement. C'est comme ça qu'on pourra lutter contre les biais cognitifs en favorisant les environnements qui permettent d'être plus rationnels, qui favorisent la concentration, qui favorisent la mémorisation. Si je donne un exemple, deux exemples que j'aime bien donner à mes étudiants. Le premier, c'est celui d'une bibliothèque. Si on veut s'aider quand on étudie pour un examen ou on a un texte difficile à lire, il vaut mieux laisser son téléphone à la maison ou dans son casier et aller à la bibliothèque. Un environnement qui va être calme, où il n'y aura pas beaucoup de distractions, où ça va peut-être être lumineux, on va se sentir bien, pour qu'on puisse nous s'aider à être rationnel. Et le téléphone, c'est la même chose, je viens de le mentionner. Lire un texte compliqué ou essayer d'étudier et être sans cesse déconcentré par des biais, par des notifications, par des j'aime, par un message qu'on attend, constamment se déconcentrer pour se concentrer sur le téléphone, pour revenir lire le texte, c'est aussi une façon d'épuiser ses ressources cognitives nécessaires à l'exercice de la raison. Ça veut donc dire que pour revenir à des débats publics qui seraient plus éclairés et donc des citoyens plus rationnels dans leur prise de décision, il faudrait reconfigurer l'environnement dans lequel ils prennent ces décisions-là. Est-ce que c'est l'unique solution? Tout à fait. Ben oui, je dirais que c'est la faiblesse de son livre parce qu'il ne va pas dans le détail, mais effectivement, c'est ça le sens de sa réponse. C'est-à-dire que oui, il faut à la fois chercher à préserver ce qu'on a dans nos institutions politiques, notamment, ce qui nous aide à être rationnel, tout ce qui ralentit en fait la décision pour lui est une bonne chose. On prend des meilleures décisions quand on prend le temps d'examiner un projet de loi, quand on prend le temps d'examiner une politique publique, quand on peut en débattre de façon réfléchie avec du recul. Donc, tout ce qui, dans nos institutions, permet ça, devrait être conservé et tout ce qui nuit à cet environnement-là devrait être mis de côté. Est-ce que c'est facile à faire? C'est là la grande question. Et lui-même l'avoue, il dit je laisse un peu ça aux autres, je laisse ça à d'autres esprits. Et puis il va aussi dire c'est un projet pour plus qu'une seule personne. C'est un projet vraiment collectif. Voilà. Je me permets maintenant de m'adresser à Nicolas Bertrand, le professeur de philosophie, non plus le traducteur. Est-ce que Nicolas Bertrand est optimiste quant à la possibilité d'avoir vraiment des débats publics plus éclairés, des citoyens plus rationnels?
Pas tant, non. C'est parce qu'une fois qu'on constate à quel point euh, les environnements qui nous entourent sont conçus souvent pour pas qu'on soit rationnel, il y a lieu d'être pessimiste. Donc, si on prend, par exemple, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polarisation, on entend beaucoup parler de la polarisation sur les réseaux sociaux, ça a toujours existé, mais ça a certainement été exacerbé par cet environnement-là. Un petit appareil, on va pas lire des longs textes sur notre téléphone, on va avoir tendance à répondre immédiatement. Donc, il faudrait d'une certaine façon, si on voulait avoir des débats plus posés, mais il faudrait peut-être retourner à d'autres formes de débats, les débats en face à face, des débats où la lenteur est de mise, des débats où on prend le temps de vraiment écouter le point de vue de l'autre, où on a le temps de développer ses idées aussi. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans notre société, on est prêt à revenir à ça ou à retrouver la raison, pour le dire comme ça. Les solutions, on les voit, j'ai l'impression qu'on sait qu'est-ce qu'on devrait faire pour y arriver, mais je ne suis pas certain qu'on est prêt à le faire vraiment. Le sacrifice, c'est trop grand. Effectivement, effectivement. Nicolas Bertrand, merci beaucoup pour cet entretien qui a Ça m'a été fait grand fort plaisir. agréable. Merci.